Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'actif du jour sur les marchés qui bouge le plus, c'est le pétrole, avec l'idée d'une marche arrière toute pour les cours du pétrole qui ont chuté jusqu'à 5% aujourd'hui, que ce soit pour le baril de brut léger américain ou pour le baril de Brent. Le marché semble réévaluer la prime de risque géopolitique avec peut-être un risque d'escalade supplémentaire au Moyen-Orient qui semble limité aujourd'hui. Et puis sur la partie demande, on voit toujours une médiocrité dans la dynamique de la demande, confirmée encore par le dernier rapport par exemple de l'Agence internationale de l'énergie qui révise un peu à la baisse sa perspective de demande mondiale, citant toujours la faible dynamique de croissance en Chine, malgré les annonces de soutien qui s'accumulent depuis le 24 septembre dernier, des cours du pétrole donc qui retombent bien sûr les niveaux qui prévalaient avant les annonces des autorités chinoises fin septembre, autour de $70 pour le baril de WTI américain. Vous aurez les détails dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis sur le plan de la dynamique de marché, on notera que les résultats d'entreprise vont être un gros sujet pour les investisseurs. Nous attendons ce soir les ventes trimestrielles de LVMH, là aussi avec le facteur chinois qui sera observé de près. Et puis en attendant, la partie technologique est en train de recevoir un mauvais signal en provenance du néerlandais ASML, puisque le groupe qui doit publier ses résultats demain a déjà averti que les perspectives ne seraient pas au rendez-vous. Warning d'ASML aujourd'hui en pleine séance qui a conduit à la chute du titre de 10 à 15% sur le marché néerlandais. Tout ça emmène les indices un peu plus bas. On voit le CAC qui perd 1% et le marché américain effectivement qui lui aussi est dans le rouge actuellement, avec un Nasdaq notamment qui est un petit peu à la traîne par rapport au S&P 500 ou encore au Dow Jones. La séquence microéconomique donc va apporter de la couleur au marché dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous en parlerons également avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique focus sur les pays nordiques et plus spécifiquement le cas des small caps suédoises. Nous en parlerons avec Franck Sabat, directeur du développement de Berenberg en France notamment, qui connaît bien ces marchés de mid cap et de small cap en Europe. Il sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Fin de séance un peu compliquée, une séance qui avait déjà débuté difficilement avec la chute des cours du pétrole et le CAC 40 notamment qui se retrouve plombé par son poids lourd Total Energy. Oui, Total Energy signe le plus fort recul du CAC 40 aujourd'hui, plus de 4% dans le sillage du fort repli des cours du pétrole. Le baril de Brent chute de 5% autour de $74. À ce jour, c'est la pire séance de l'année pour le pétrole. Qu'est-ce qui explique à ce stade ce mouvement violent sur les cours du brut, Pauline ? Une des raisons annoncées par les analystes, c'est que Israël devrait épargner les installations pétrolières de l'Iran. Selon le Washington Post, Benjamin Netanyahou et Joe Biden se sont parlé par téléphone pour la première fois en 2 mois. Le Premier ministre israélien a évoqué des frappes de représailles sur des infrastructures militaires. Par ailleurs, les perspectives côté demande restent médiocres et révisées en baisse aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie qui met en avant le manque de dynamisme de la Chine. Pour revenir à Total Energy spécifiquement, le groupe a communiqué aujourd'hui sur certaines de ses activités dans le raffinage. Oui, Total Energy a publié des indicateurs au titre du 3e trimestre sur les marges de raffinage en Europe. Elles plongent à $15,40 par tonne contre presque $45 au 2e trimestre, divisé par 3 donc. Un impact sur le chiffre d'affaires de Total Energy est à prévoir. L'entreprise rendra sa copie le 31 octobre prochain. Du côté des marchés obligataires, on notera que les rendements sont plutôt en repli aujourd'hui. Oui, pour la réouverture des marchés souverains aujourd'hui, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans tourne autour de 4,05%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est stable autour de 2,25%. Le spread franco-allemand est également stable à 75 points de base. Le marché américain, lui, vibre au rythme des publications d'entreprises qui ont commencé ces derniers jours. Oui, le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé hier sur des nouveaux records tirés par les
les actions du secteur des semi-conducteurs avant les résultats demain d'ASML et jeudi de TSMC. Mais en attendant, c'est aujourd'hui Bank of America qui publie et qui fait état d'un bénéfice net en repli au troisième trimestre. Le revenu net recule de 3% à 14 milliards de dollars. Le titre ouvre toutefois en hausse de 2%. Les bénéfices de Citigroup dans le secteur bancaire, toujours, ont également chuté. Oui, de 9% au troisième trimestre à 3,2 milliards de dollars. En revanche, la banque d'investissement fait état de revenus à la hausse. L'optimisme reste présent avec la baisse des taux de la Fed de 50 points de base qui devrait permettre plus de transactions. Le titre recule de 1%. Et puis Goldman Sachs est en vedette aujourd'hui au sein de ce même secteur bancaire avec un cours de bourse au plus haut historique. Oui, la banque d'affaires voit son bénéfice net bondir de 45% au troisième trimestre, porté par la performance record de sa branche obligations, devises et matières premières. Les revenus de la banque d'investissement sont en hausse de 20%. C'est au-delà des attentes et le titre ouvre en hausse de 2% à Wall Street. Quels seront les rendez-vous demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline ? Demain, les investisseurs arbitreront donc le chiffre d'affaires de LVMH publié ce soir après la clôture. Les résultats des maisons de luxe seront particulièrement regardés pour le T3 puisque le marché chinois représente environ 30% de leur chiffre d'affaires selon JP Morgan. On attend aussi les résultats du troisième trimestre de ASML ainsi que ceux de Morgan Stanley. Oui, ASML effectivement, alors qui a publié une partie de son activité. On a les réservations, les bookings d'SML pour le troisième trimestre qui s'avèrent être plus de 2 fois inférieurs à ce qui était estimé. Il y aura peut-être d'autres précisions à l'occasion de la publication officielle des résultats demain soir. En attendant, ça a créé un choc sur le marché en fin de séance, dans la dernière heure de séance, avec un cours de bourse d'ASML. Je rappelle, plus grosse capitalisation boursière en zone euro, qui a chuté de 10 à 15%, qui a même été suspendu à la baisse avant de reprendre sa cotation dans ces dernières minutes de séance. Merci beaucoup Pauline. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est avec nous, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. À vos côtés, Joachim Jean, le directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver et ravi d'accueillir à mes côtés Grégoire Kounowski. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Vous êtes investment advisor chez Norman K. Parlons peut-être un peu des mouvements du jour. On a découvert ASML ensemble avant de rentrer dans ce studio, puisque c'est quand même un peu la surprise du jour. Le groupe va publier ses résultats définitifs demain soir pour le troisième trimestre. En attendant, semble-t-il que ASML a communiqué sur ses bookings, ses réservations pour le troisième trimestre, qui ressortent très nettement inférieures aux estimations du consensus. Elles sont plus de 2 fois inférieures aux estimations du consensus. Et puis l'autre mouvement du jour, c'est celui du pétrole également, avec quand même un mouvement d'ampleur de 5% à la baisse pour les cours du pétrole. Grégoire, sur l'histoire du pétrole, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors le pétrole peut bouger de 5% sur une séance. Le pétrole ne bouge pas de 5% tous les jours non plus en séance. Exactement. C'est l'effacement du problème géopolitique sur effectivement l'annonce, apparemment, les rumeurs qui disent que le gouvernement israélien s'est accordé avec l'administration Biden pour ne pas attaquer les infrastructures pétrolières et nucléaires de l'Iran. C'est de la spéculation, ça recule de 5, ça efface le premium. Rien n'est résolu, rien n'est réglé dans cette histoire. J'ai tendance à dire on verra bien. Il devrait y avoir un retour du premium géopolitique dans les prochains jours, et surtout s'il y a attaque et contre-attaque des Iraniens. Donc, personnellement, rien n'est réglé par rapport à ça. Ça reste pour vous un actif qui doit être volatile encore là dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ça va le rester dans un portefeuille. Je pense qu'il faut se hedger, il faut se couvrir par rapport à ça, notamment via des valeurs pétrolières, mais ça va rester très volatile. Ouais. Comment on détecte la tendance quand même du pétrole au-delà du bruit géopolitique aujourd'hui, Céline? On avait quand même l'idée tendanciellement que le pétrole baissait depuis le début de l'année. On était plutôt autour de $90 le baril en début d'année. On est tombé à moins de 70. Il y a eu l'épisode Moyen-Orient, bien sûr, toujours en cours, les annonces chinoises. Est-ce qu'on reste quand même sur l'idée d'un pétrole qui peut être bon marché encore devant nous, Céline? Alors de façon tendancielle, je pense qu'on devrait avoir beaucoup moins de baisse, en tous les cas, sur le marché du pétrole, tout simplement parce que l'énergie, elle est consommée bien entendu dans les pays développés, qui sont les nôtres, dans lesquels on utilise des énergies alternatives, mais l'énergie, elle est aussi utilisée de plus en plus dans les pays qu'on appelle émergents. Il y a la Chine, mais il y a aussi l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Et dans ces pays, malheureusement pour nous,
l'énergie, elle commence par une consommation d'énergie fossile. Et donc, on sait qu'au cours des 10, 20 prochaines années, on va continuer à consommer de plus en plus d'énergie et qu'on va continuer à consommer de plus en plus d'énergie fossile. Donc, penser qu'on va avoir tout simplement une baisse mécanique de la demande me semble fallacieux. Et donc, la demande a toujours progressé. Voilà, donc la demande a continué à progresser malgré tout et continuera à progresser. Et dans le même temps, on sait aussi qu'on a beaucoup réduit les dépenses d'exploration au cours des dernières années pour différentes raisons, parce qu'on savait qu'on aurait tendanciellement moins de demandes et parce qu'on savait aussi que ça avait des dommages pour la planète. Donc tout ça a conduit à un équilibre très fragile entre l'offre et la demande et on voit quand même qu'on a des changements possibles. La Chine, qui peut potentiellement surprendre. Donc on n'attendait plus rien d'une partie du monde qui pèse quand même 20% du PIB mondial. Donc si jamais cette partie du monde se réveille, eh bien, ça peut quand même conduire à un rebond sur la demande qu'on n'attendait plus. Donc c'est pour ça que, en tous les cas, je ne jouerai pas la baisse du pétrole. Sur ces niveaux-là. Bon, si cette partie du monde se réveille, comme vous dites, on va y revenir, mais c'est un grand si ou c'est un petit si aujourd'hui quand on parle de la Chine. Cette partie du monde se réveille. Oui, cette partie du monde se réveille. C'est même plus un si pour vous. D'accord. C'est même pas un si, voilà. Ok. Sur le pétrole, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça reste quand même un actif clé que tout le monde observe et suit sur les marchés. Entre le bruit et la tendance, qu'est-ce que vous dites, Joachim ? Et j'entends l'idée d'une demande croissante, notamment à travers les émergents. En même temps, je vois aussi des pays comme la Chine qui sont capables d'aller assez vite sur des sujets d'électrification, de leur transport, de leur mobilité. C'est quand même un énorme marché de véhicules électrique aujourd'hui. Est-ce que ça commence à se voir aussi un peu dans la demande structurelle pour des produits fossiles issus du pétrole, par exemple ? Oui, bien sûr. Je pense qu'après la période un peu euphorique qu'on a eue sur les annonces de mesures en Chine, aujourd'hui, c'est plus du pragmatisme qui vient en fait entrer en jeu et sur l'analyse de quelle pourrait être la relance au niveau de la demande chinoise. Il y a un point assez important, je pense, à noter et qui explique sans doute la récente tendance sur le pétrole. C'est qu'aujourd'hui, on voit que la Chine essaye de faire des efforts au niveau de l'immobilier. Mais en fait, en termes de périodicité sur la relance dans l'immobilier, aujourd'hui, on a à peu près des inventaires qui s'exposent à peu près à 3 ans de logements invendus. Donc, en fait, on a du mal aujourd'hui à percevoir une reprise de la construction en Chine quand on voit qu'on a à peu près 3 ans d'inventaire à digérer. Et donc, c'est là peut-être aussi que, par rapport aux toutes dernières annonces, il y a peut-être des craintes sur la demande. Et puis, comme vous l'avez dit, Grégoire, au niveau de la transition écologique en Chine, on le voit de plus en plus. J'étais en Chine l'année dernière. En fait, c'est assez simple de repérer les nouveaux véhicules électriques puisqu'ils ont des plaques vertes par rapport aux plaques bleues traditionnelles chinoises. En fait, aujourd'hui, on voit qu'ils se vendent à peu près 30 à 40% de véhicules électriques. Et donc, effectivement, à terme, on pourrait penser qu'il y a une demande qui soit plus faible, notamment au niveau de l'essence pour les véhicules thermiques. Bon, on verra. Toujours un gros sujet, le pétrole. En tout cas, quand ça bouge vite et fort. C'est des actifs quand même qui sont souvent soumis à des mouvements assez costauds, assez massifs. Aujourd'hui, c'est une séance très négative pour les cours du pétrole. Ça emmène tout le secteur, et notamment Total Energy, qui nous plombe un peu en Europe. Sur la Chine, justement, l'idée de la relance chinoise, qu'est-ce que vous dites chez Normanka, Grégoire ? Ça a commencé le 24 septembre. La liste des annonces n'est peut-être pas encore terminée ni définitive à ce stade, et ça semble être pris un peu différemment par les marchés que les annonces de package précédents. On est dubitatif, on est sceptique. Donc ça veut dire qu'en résumé, on est à l'écart du trade. Comme beaucoup, je pense ici, on était dans le trade sur les actions chinoises domestiques en début d'année, en misant, en anticipant le fait qu'ils devaient mettre un peu de bazooka pour relancer tout ça. Au bout d'un moment, on s'est enlevé du trade comme tout le monde. On capitule, quoi. C'est pas qu'on capitule, on l'a de manière indirecte via d'autres façons, mais en tout cas pas une exposition directe sur les H-shares, comme on appelle ça. Maintenant, on constate, on confesse qu'effectivement il se passe quelque chose. C'est extrêmement volatile. Les stocks chinois à Hong Kong ont rendu quasiment plus d'un tiers du rallye sur les dernières séances. On regarde, il n'y a rien d'annoncé définitivement, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'annonces. On attendait des choses ce week-end, ils n'ont rien dit. Ils ont dit, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils veulent leur 5% de croissance. C'est plus politique qu'économique. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour l'avoir. Maintenant, sur le reste,
on est patient, on attend, on est exposé de manière indirecte via les sociétés du luxe en France parce qu'on a des positions. Donc effectivement, si ça relance bien, notamment la consommation, on va en profiter par rapport à ce secteur-là. Ça, c'est une bonne manière de jouer. Enfin, ce que vous comprenez de la stratégie chinoise, des objectifs poursuivis par les planificateurs chinois, c'est cohérent avec l'idée que ça peut faire rebondir ou participer à un rebond des valeurs du luxe. Parce que j'ai pas l'impression que dans leurs objectifs, il y ait l'idée qu'il faille pouvoir acheter plus de sacs Hermès ou Louis Vuitton. Plus que les annonces que tout le monde analyse, pour avoir des clients qui ont des intérêts économiques dans cette zone-là, nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un gros problème lié à la consommation. Oui. On sait l'immobilier, on le sait, mais ça consomme moins ou quasiment plus. Donc pour le luxe, c'est quand même très problématique pour justifier des taux de croissance à 2 chiffres par rapport à ce secteur-là. Donc nous, on reste positionné sur le luxe, sur la plus belle de la classe qui est Hermès, pour citer que celle-là. Sur la Chine en direct, on reste sceptique. On n'est pas dans le jeu, on est sur la touche pour l'instant. Il n'y a rien qui nous incite à y aller. Donc on reste sagement tapis dans l'ombre, comme on dit, et on va attendre de voir un peu ce qui se passe, mais c'est de la pure spéculation. Donc il y a beaucoup de maisons de gestion qui ont dit dernièrement qu'il faut y aller. Depuis, ça a perdu 15%. Est-ce que c'est le bon moment ? Moi, j'en suis pas sûr. Donc nous, on reste à l'écart des actions chinoises en direct. Bon, de la spéculation ravivée même par les mesures qui ont été apportées, puisqu'il y a des opérations de liquidité, de facilité qui sont offertes aux brokers, aux entreprises pour racheter des actions sur le marché. Bon. Version un peu différente, Céline, j'imagine, puisque vous le disiez tout à l'heure, sans spoiler, cette partie-là du monde est en train de se réveiller, peut-être. C'est ça. Et j'ai coutume d'utiliser cette phrase de Templeton qui dit les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, le scepticisme, le doute. Grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Donc aujourd'hui, je suis convaincue pour avoir vécu... Alors j'ai vécu 2000, j'ai vécu 2008. Ouais. J'ai vécu donc l'euphorie de 2000 qui me rappelle énormément ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur de la technologie. Et je ne suis pas tellement étonnée non plus de ce qui se passe maintenant sur ASML. Mais j'ai aussi vécu 2008 et on a quand même connu un krach immobilier majeur aux États-Unis. On a vécu la faillite de Lehman, la mise en liquidation de Bear Stearns. C'était des moments quand même épiques pour les États-Unis. Et on a aussi vécu l'annonce d'un plan de relance qui s'appelait le TARP, dans un immense doute. C'est-à-dire que en 2008, il y avait une obsession sur le marché. À l'époque, justement, c'était la Chine et c'était les émergents. Et donc, on me demandait toute la journée, Céline, est-ce que tu as assez d'émergents ? Parce que j'espère surtout que tu n'as pas de ce truc qui s'appelle les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est vraiment mort. Ils ont la débâcle sur l'immobilier. Oui, c'est dead money, quoi. C'était vraiment la cata. La cata, les États-Unis. Et donc, à l'époque, il aurait fallu investir massivement sur les États-Unis. Et on a coutume de dire aussi sur les marchés financiers, il faut suivre l'argent. Et aujourd'hui, on a quand même une banque centrale, qui est la Banque centrale de Chine, qui nous dit, écoutez les amis, maintenant, c'est c'est porte ouverte, quoi qu'il en coûte. C'est un whatever it takes moment. Comme ce qu'avait fait Draghi en 2011. D'accord. Donc ils nous disent quoi qu'il en coûte. Alors voilà, on leur demande des détails. Ils disent juste quoi qu'il en coûte, on le fera. Comme disait Grégoire à l'instant, de toute façon, il nous faut 5. Donc on fera ce qu'il faut. On va sortir le chéquier. Comme l'a fait. Et là, cette fois, c'est solide, c'est sérieux cette fois. Donc mais de toute façon, les Chinois, ils sont pas tellement. C'est des gens plutôt sérieux. Oui, on n'a pas envie de se mettre en face de ce qui est annoncé depuis le 24 septembre. Si on a envie, on peut, mais en tous les cas, je pense que c'est pas forcément l'idée qu'il faut avoir. De la même façon que quand les États-Unis avaient annoncé le TARP, on était extrêmement sceptiques et ça a été un marché haussier pendant 15 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Chine offre 3 choses. C'est un marché qui est détesté avec des valorisations qui sont très basses. C'est un marché sur lequel plus personne n'est positionné, alors que si j'avais fait le tour de table il y a 15 ans, on aurait tous eu de la Chine. On n'a plus personne, 3% des indices. Et c'est un marché sur lequel on peut avoir des surprises positives. On a parlé de la déception à l'instant sur ASML, sur lequel tout le monde attend beaucoup. Donc on est déçu. Quand on n'attend rien, on peut être potentiellement surpris. Même si on a conscience des problèmes structurels de la Chine, de l'aspect démographique, de tout ça, etc., ça reste un horizon structurel compliqué, mais entre-temps, il peut se passer des choses meilleures. On sait Et qu'est-ce qu'il faut avoir en Chine alors On a un taux d'épargne, notamment en Chine, qui est colossal. On parlait de la consommation tout à l'heure. Les Chinois, ils épargnent. S'il y a un jour, ils dépensaient juste un tout petit peu de leur épargne parce qu'ils se sentent un peu plus en confiance, ça change complètement la donne. Qu'est-ce qu'on joue en Chine alors ? On joue en Chine, alors, à la fois des sociétés exportatrices qui sont exposées aux autres pays émergents,
Donc, parce qu'ils ont une technologie, on parle par exemple de BYD en ce moment au salon de l'auto. BYD, pour moi, je parlais à un ancien salarié qui était partenaire chez BMW, il me disait, chez nous, on a 7000 ingénieurs, chez BYD, c'est 70 000. Donc on n'est pas dans la même échelle. Donc voilà, donc c'est juste un espèce de truc énorme qui est en train de nous arriver dans l'automobile. Donc il vaut mieux être du côté du gagnant que du perdant. Ça me fait penser à ce qu'avait fait Toyota, les Japonais avec l'automobile européenne à l'époque aussi, et l'automobile américaine. Et aux États-Unis, voilà. bien sûr. Et donc ces sociétés-là qui vont pulvériser tout le monde en profitant de la transition énergétique. Et puis en interne, des sociétés domestiques qui sont bien positionnées juste pour s'adresser au consommateur local. Donc les marques nationales, les marques chinoises, quoi. Des marques locales, des gens qui vont faire de la pharmacie en local, qui vont faire du Tencent, qui va faire des transactions de paiement en local, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective, ces annonces chinoises, ces promesses chinoises, hein, je reste aussi un peu dans le camp de Grégoire, j'essaye d'être impartial par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de promesses qui engagent des autorités qui sont quand même des autorités planificatrices chinoises. Donc je minore pas évidemment le fait c'est bien parce que je ce ne sont pense que que des je me promesses. situe entre les deux discours. C'est-à-dire que je rejoins Céline, il y a des choses qui ont été annoncées qui sont très intéressantes d'un point de vue monétaire, également de relance de marché actions. Et également sur l'immobilier, on ne peut pas le nier, il y a quand même des restrictions à l'achat qui ont été levées. On voit également que le gouvernement central essaye de faire des efforts pour justement stimuler les collectivités locales d'acheter en fait ces lots invendus pour les rendre abordables. Après, moi, je suis un tout petit peu dubitatif sur la consommation. C'est, je pense, la grande absente en fait de l'équation aujourd'hui dans ce qui a été annoncé de la part du gouvernement. Mais j'ai presque envie de vous dire rendez-vous à la fin du mois lors du congrès du parti, puisque en fait ce qu'on essaye de comprendre, c'est que s'il y a des annonces qui seront faites d'un point de vue fiscal, la fameuse rumeur du 2000 milliards de yuan de relance, on verra si elle cible aussi la consommation, parce que pour ma part, je pense que si le schéma du gouvernement pour regagner la confiance du consommateur passe uniquement par l'immobilier, je reprends ce que j'ai dit, je pense que ça va prendre du temps avant de digérer les stocks. Donc je pense qu'il est nécessaire de faire des actions directes sur le consommateur pour revoir une reprise de la consommation en Chine. Des chèques aux consommateurs. Alors, on sait que le gouvernement chinois n'est pas fan de ces types de relance, mais les rumeurs disent aussi des allocations pour les familles nombreuses. Donc on verra. Je pense que ça peut favoriser une deuxième jambe de hausse sur le marché. Et ça peut être une histoire, une histoire de 2025 au moins, la Chine, en termes de marché. Hein. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut rester sélectif. Je rejoins Céline sur BYD, c'est aussi une de mes valeurs favorites. Mais après, il y a des choses dans la consommation qui sont très intéressantes en Chine. Typiquement, il y a eu des relances qui ont été annoncées plus tôt dans l'année, par exemple, dans tout ce qui est électroménager. Et là, en fait, ça fonctionne plutôt bien. Et également, dans la consommation, on voit en fait un changement à court terme dans le comportement du consommateur chinois qui est plus en fait attiré par l'expérience. On le voit d'ailleurs sur la Golden Week. En fait, les dépenses ralentissent, les voyages augmentent. Donc, on a des dépenses par tête qui ralentissent. Mais en fait, les Chinois sortent, vont au restaurant, vont au cinéma et par exemple prendre des chaînes de restaurants pour être un investissement plutôt profitable sur 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation du secteur des semi-conducteurs au sens large à ce stade, Grégoire? Alors on n'a pas tout de suite les résultats d'NVIDIA, je crois que ça va être fin novembre. NVIDIA publie quand même toujours très très tard par rapport au groupe et à la saison de publication. On a eu déjà quelques éléments avec TSMC, je crois. Et au cours de cette séance, effectivement, ce warning de ASML qui se confirme. Alors une communication, on verra comment cette communication est arrivée là, en pleine séance en Europe, et pourquoi à la veille des résultats officiels de ASML. Je comprends, d'après les informations qui parviennent, que ASML a communiqué sur ses réservations pour le troisième trimestre, encore une fois, et que le niveau de réservation en valeur est plus de 2 fois inférieur aux attentes, que NVIDIA, évidemment, coupe
coupe sa guidance pour ses ventes 2025, ça crée quand même tout de suite un choc sur le marché, avec une baisse de 10-15% du titre. On a tous vécu ça en début, effectivement, on a tous été pris de court, donc c'est très surprenant qu'ils annoncent ça en plein milieu de séance. On verra pourquoi la communication est arrivée là, comme ça, maintenant, à 24 heures. Il faut avoir plus d'éléments. Mais c'est une communication officielle de ce point de vue-là. La baisse est réelle, donc ça va impacter les indices et ça va impacter les investisseurs derrière, donc ça c'est une certitude. Je suis pas un énorme fan du secteur des semi-conducteurs. Je pense qu'il faut absolument en avoir parce que sans ça, vous ne faites pas de la rallye de cette année, notamment sur les US, sans parler forcément d'NVIDIA et même les autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir dans un portefeuille. Il y a un gros problème de valorisation. Parce que ça devient cher pour certaines. Alors pas forcément Nvidia, paradoxalement, parce que c'est tellement une machine à cash que quand on regarde les PE, etc., c'est plutôt justifié. Mais il faut être méfiant. Mais c'est vrai que c'est un secteur, si on ne l'a pas cette année, on se coupe. Enfin, si on n'a pas Nvidia, en tout cas. Pas que. Ouais. Vous avez du Broadcom, vous en avez d'autres dans le secteur qui ont très 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 bien marché. ASML, là, ils font leur 16 warning. Alors c'est surtout le SOX américain qui a bien marché. Ouais. On est toujours. C'est normal parce que les semis en Europe, les semis français, c'est très automobile. Donc, très automobile, ça se passe très mal. Ouais. Donc, mécaniquement, ça se passe pas bien non plus. Donc, effectivement, vaut mieux les avoir aux US. Mais c'est un secteur, on peut difficilement y couper, j'ai tendance à dire. Maintenant, c'est une vraie question et je serais ravi d'entendre ce que vous allez dire pour l'année prochaine parce que c'est quand même un gros souci de valorisation au bout d'un moment. Donc nous, on reste positionné dessus. Je pense qu'il faut en avoir. Il ne faut pas avoir que ça. Preuve en est ce qui se passe sur SML aujourd'hui. À voir. Ah ouais. Mais plus de conviction sur ça que sur la Chine en tout cas. C'est intéressant parce que la dernière publication d'NVIDIA au cœur du mois d'août, les chiffres paraissaient quand même encore en première lecture assez spectaculaires, extraordinaires, démentiels. La réaction de marché, je m'en souviens très bien, avait été assez timorée, voire négative sur le stock NVIDIA, montrant que même des résultats exceptionnels ne suffisaient plus à nourrir et alimenter le marché. Là, pour le coup, ASML, c'est une vraie mauvaise nouvelle qui prend le marché tout de suite à revers. Mais il faut prendre des pincettes parce qu'il faudrait savoir la raison. Est-ce que c'est les bannes politiques du gouvernement irlandais? Est-ce que c'est l'annonce des US? Non, mais l'écart entre l'estimé, les attentes sur les réservations et la réalité, effectivement, est très très important. Donc il y a aussi ce contexte géopolitique autour des semi-conducteurs et l'idée d'une séparation Chine et États-Unis. Enfin, tous ces facteurs-là jouent dans cette industrie. Quel est le signal que ça vous renvoie, Céline? Ça me dit qu'effectivement, ça confirme, parce que comme vous le disiez à l'instant, on a quand même une première alerte en juillet. C'est-à-dire qu'on a eu des résultats d'Apple qui sont tombés, les résultats de Nvidia, et on a vu que pour la première fois, on avait un marché qui montait en juillet, août, septembre, sans qu'il soit tiré par les 7 magnifiques et par la technologie. Ouais. On avait les 7 magnifiques et la technologie qui étaient en baisse sur le 3e trimestre, et pendant ce temps-là, le reste du marché qui continue à progresser, notamment des valeurs minières, des valeurs qui s'étaient tirées par le marché de l'or, ou des valeurs dans la pharmacie, d'autres valeurs qui montaient. Utilities. Des utilities, de la santé, etc. D'autres valeurs qui progressaient. Le marché chinois dont on parlait à l'instant, donc des marchés émergents, dans un contexte où le Nasdaq baissait. Et ça, c'est la première fois qu'on le vivait depuis très longtemps. Ouais. Donc c'était une première alerte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on parlait tout à l'heure du marché chinois sur lequel on a la valo avec nous, les attentes qui sont faibles et de la poudre sèche. À l'inverse, le problème auquel on est confronté, c'est ce qu'évoquait Grégoire à l'instant, c'est que de l'autre côté, on a effectivement des entreprises de qualité exceptionnelle. Ça, tout le monde en convient. Nvidia, Alphabet, Meta sont des qualités d'une très grande qualité. Mais ces sociétés, elles sont tellement reconnues qu'elles sont détenues par tout le monde. Donc la poudre sèche, elle est inexistante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de nouvelles personnes qui vont les acheter. Ouais. Et elles ont également des valorisations qui sont au sommet. La dernière fois qu'on a vu des valorisations pareilles sur des titres, c'était donc en 2000, notamment quand on regarde le prix par rapport aux ventes. Parce qu'on me parle souvent du prix par rapport aux bénéfices, mais on a des marges qui sont exceptionnellement élevées. Je veux dire 80%. Plus de 70%, c'est ça, 80% pour Nvidia. Sur certains produits de Nvidia. On est bien conscients, nous tous, que ce ne sont pas des marges qui sont tenables sur la durée. Enfin, il y a forcément de la concurrence à un moment. Donc, je préfère regarder le prix par rapport aux ventes. Quand on regarde le prix par rapport aux ventes, on est sur des niveaux qui sont au-dessus de 2000, donc très élevés, et des attentes sur les bénéfices qui sont très élevés aussi. Donc forcément, quand on attend 28% de croissance pour les 10 prochaines années sur ces valeurs, c'est énorme. Ça veut dire, ça veut dire que sur des entreprises qui font 100 milliards de bénéfices, on s'attend à ce qu'ils fassent 800 milliards dans 8 ans. 800 milliards, c'est beaucoup d'argent quand même.
Donc prudence toujours avec ce Donc secteur. effectivement, je pense qu'il faut avoir la plus grande prudence par rapport à ce secteur. Mais ça n'empêche pas que ce sont des belles valeurs et des belles entreprises. Ce sont deux choses différentes, à mon sens. Joachim, là, ASML, ça fait stresser un peu tout le monde, là. Ça fait stresser un peu tout le monde. Après, maintenant, au niveau des équipementiers, justement, pour ce conducteur, ça fait plusieurs mois qu'on a des frictions quand même sur le marché. Quand on regarde l'américain Applied Materials ou même le japonais Tokyo Electron, tout comme ASML, on a des performances mitigées depuis quelques mois. Alors ça s'était légèrement repris sur les communications d'NVIDIA sur la demande de Blackwell. Là, maintenant, ce qu'on va regarder peut-être, c'est au niveau des commandes. C'est vrai qu'il y a les restrictions des exportations vers la Chine qu'on pesait sur le sentiment, mais on va voir si ça se retrouve dans les commandes, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'ont fait les entreprises chinoises ? Elles se sont empressées de commander avant que les restrictions soient mises en Puis place. chacun a développé une gamme dédiée à la Chine, voilà, donc peut-être qu'on a soit conforme aux restrictions. Les restrictions sont mises en place. Et puis également, on regardera, puisque c'est important au niveau des équipementiers pour semi-conducteurs, ils sont assez tôt dans le cycle, puisqu'en fait, ils dépendent fortement des dépenses d'investissement des foundries. Donc on verra également dans quelle mesure, en fait, c'est un premier signal peut-être d'un ralentissement du cycle sur les semi-conducteurs de manière... C'est le début d'un ralentissement, enfin c'est potentiellement le début d'un ralentissement du cycle où il y a déjà un bas de cycle pour certains. Puisqu'ils dépendent très fortement des capex en fait, des entreprises derrière qui fabriquent des semi-conducteurs. Donc en fait, s'il y a un ralentissement peut-être de la demande des équipements pour la production de semi-conducteurs, on peut se poser la question derrière de la demande finale. Bon, après le dernier discours de Jensen Huang sur la nouvelle puce Blackwell est quand même de dire que, elle est en production et qu'ils sont full production aujourd'hui sur Blackwell, et que la demande est quand même insane autour de Blackwell. Non, enfin, je veux dire, il dira pas autre chose, mais après on retrouve des je veux dire, le message est quand même très... beaucoup d'autres produits que l'IA également. Donc c'est là où on verra de manière plus attentive les résultats. Ouais. Sur les résultats en général, qu'est-ce que vous attendez de cette saison d'earnings ? Quelles sont les informations que vous avez envie d'aller chercher, justement ? Dans quel type de secteur ? Pour la suite, bien sûr, Céline ? Et ben moi, effectivement, je pense qu'il va falloir, ça va être très intéressant de vivre ce moment parce qu'effectivement, on arrive avec un marché qui a beaucoup monté quand même cette année. On doit être à plus 22% sur le S&P 500. 22, plus 23, ouais. 46e plus haut historique pour le S&P 500 cette année. Voilà, quand on regarde pareil, la poudre sèche ou l'optimisme des investisseurs, on a rarement été aussi haut. Donc voilà, donc on est vraiment tous investis, il y a très peu de cash sur le côté et tout le monde est hyper optimiste. Donc c'est forcément un peu compliqué, c'est forcément un peu risqué et on peut avoir des déceptions. Donc il faut être très attentif. Je pense qu'effectivement on peut avoir des déceptions sur le secteur de la technologie, on est en train de le voir à l'instant. Et à l'inverse, je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises sur des secteurs sur lesquels on n'a pas des attentes très importantes, notamment le secteur minier. Parce que j'ai quand même regardé avec attention évoluer l'or depuis le début de l'année. Oui. L'or a fait quand même plus 30%. Dans un contexte, on l'évoquait à l'instant, de banques centrales qui impriment beaucoup d'argent en Chine, aux États-Unis, et puis dans un contexte où on a une défiance quand même par rapport à la monnaie papier, parce que les dettes des États sont très élevées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, et les aurifères n'ont pas profité encore ? Qui s'interrogent. Et les minières aurifères n'ont pas tellement profité de cette progression parce qu'il y a une défiance, c'est-à-dire que ces minières sont considérées également comme non investissables, un peu comme la Chine. C'est-à-dire qu'on se dit... Pour des questions quoi, ESG ? Il y a des questions ESG, il y a des questions le comportement que ces sociétés ont pendant le précédent cycle. Elles ont beaucoup dépensé, elles n'ont pas fait attention à l'actionnaire. Et donc, on est persuadé que c'est vraiment les pires des entreprises à détenir, alors qu'il y a une augmentation massive de la génération de cash, des bénéfices qui vont être colossaux, parce que forcément, il y a du levier très important dans ces entreprises, parce que vos coûts ne vont pas augmenter au même rythme que les revenus. Donc, on risque d'avoir des surprises très positives. Donc ça m'intéresse plus. Et puis, je le disais à l'instant, je pense que du côté des pays émergents, et plus particulièrement de la Chine, je pense qu'on peut avoir des surprises positives. Dans cette saison de résultats, Joachim, qu'est-ce que vous avez envie de suivre plus spécifiquement ? Deux choses, peut-être la Chine, puisque en fait, même si on a eu des annonces qui ont été faites fin septembre, je pense que le troisième trimestre ne va pas être très bon au vu des dernières statistiques économiques qui sont sorties. Et puis moi, mon marché un peu de prédilection, c'est le Japon. Et donc là, on va suivre attentivement tout l'impact que peut avoir la volatilité du yen sur les publications de résultats, puisque c'est un élément extrêmement important. Le yen a porté le marché japonais depuis 18 mois. C'est réaffermi, c'est déprécié à nouveau.
Et quand on est manager japonais exportateur, quand on gravite sur une volatilité comme ça, ça devient beaucoup plus compliqué pour guider le marché. Donc, à voir dans quelle mesure on aura un impact sur les publications de résultats japonais. C'est toujours plus la volatilité du yen, retrouvée notamment depuis cet été, depuis la hausse de taux de la Banque du Japon, et puis après un mouvement de rebaisse du yen depuis la baisse de taux de la Réserve fédérale. C'est plus la volatilité qui risque d'avoir un impact que le niveau du yen et de la parité de l'art yen. C'est compliqué parce que, en fait, quand on est PDG d'une entreprise exportatrice japonaise, on va faire nos guidance pour l'année avec peut-être 50%, 60% des ventes en dehors du Japon. On doit définir une hypothèse pour le yen en amont de ce qu'on va vivre au cours de l'année. On le revoit en fait tout au long de l'année, à chaque trimestre, en fonction de l'évolution du yen. Et en fait, quand il y a un yen qui évolue de manière très volatile, c'est très compliqué pour eux du coup de définir le bon niveau de calibrage, et c'est là où parfois il y a des déceptions, puisqu'en fait on a des PDG d'entreprises qui revoient à la baisse leur guidance parce que le yen s'est apprécié. Qu'est-ce qui peut réduire la volatilité du yen à ce stade ? Alors aujourd'hui, nous, à notre sens, à court moyen terme, on a une divergence assez forte de politique monétaire entre la BOJ, la Fed et la BCE, donc qui est plutôt en faveur d'une appréciation du yen. Maintenant, on voit, il y a une volatilité très forte, puisqu'en fait, sur les statistiques économiques américaines, le yen est extrêmement volatile, puisque dans le coup, on se pose des questions en fait, sur la rapidité de cette divergence-là. Du coup, le marché est très attentif à toutes les stats économiques, et le yen aujourd'hui est extrêmement volatile suite à ces annonces-là. Sur le cycle de baisse de taux, comment vous voyez les choses se développer partant de l'état actuel, une Fed qui est rentrée dans le jeu avec un 50 points de base qui restera dans les mémoires, une BCE finalement qui semble prête à enquiller une troisième baisse de taux consécutive. Est-ce que c'est un cycle qui va apparaître assez synchrone, ou est-ce qu'il y a des risques de divergence très forts, tant dans le rythme que dans les points d'arrivée des taux directeurs des banques centrales aujourd'hui Alors je mets la BOJ à part. Pour le coup, je pense que ça va être assez synchrone avec une BCE qui va plus faire, à mon avis, que la Fed, parce que malheureusement pour nous, ça se détériore beaucoup plus vite la macro en zone euro qu'aux US. Il y a quelque chose, moi je suis quand même très étonné, on parle des earnings, on parle de tout ça, personne ne parle de l'élection politique qui arrive aux États-Unis, que ce soit nous côté client, que ce soit nous côté partenaire, mais j'ai l'impression que ça va passer comme une lettre à la poste, qu'importe ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a un risque. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir ce que vous pensez. Un risque de quoi ? Que ce soit un vrai bouleversement dans le régime de marché, pour la macro 2025 ? Pas du tout, parce que pour nous, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont pro-marché, ils vont creuser le déficit, ils sont pro-marché. Le vrai risque pour nous, c'est que Trump perde sur 10, 20 000 voix et qu'ils contestent, qu'ils ne reconnaissent pas, et que ça fasse ce qui s'est passé à l'époque, et que ça mette de la volatilité. Et vu qu'on part de très haut, pour le coup, prise de profit, si en plus on rajoute des earnings qui sont moins bons sur les techs, ça peut connaître une fin d'année un peu difficile. Alors, je pense que ça va bien se passer, mais je suis quand même assez surpris que personne n'en parle. Pour vous, c'est le risque sur la capacité même des États-Unis à délivrer un résultat incontesté de l'élection présidentielle. Parce que les institutions sont fortes, on va l'avoir, mais il va le contester. S'il le perd sur un swing state à 15 000 voix, j'ai n'importe quoi, la Pennsylvanie par exemple, il l'a déjà fait, donc ce ne serait pas étonnant qu'il le refasse, avec les conséquences, c'est un pays qui est tellement clivé avec les conséquences qu'on a connues. Donc volatilité, donc potentiellement moins investissable, on prend des profits et on passe de moins 23 à peut-être, je dis n'importe quoi, à plus 15. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients qui nous interrogent là-dessus, et il y a très peu de gens qui en parlent. Comme si c'était quasiment un non-event ou un zéro risque. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez surpris sur ça. Alors après, on en parle quand même un peu, mais dans les discours des grandes maisons de gestion, tout le monde dit on est très très positif sur les US. Et nous, on l'est très positif sur les US, mais c'est vrai que ça peut faire un peu derrière la machine, peut-être à très court terme, mais il peut y avoir un pic. Pour revenir à votre question de base, nous, on reste très positif sur l'obligataire. Les taux vont baisser, peut-être probablement moins vite aux US parce que ça tient mieux. On reste encore dans un paradis obligataire là. D'ailleurs, en euros, on le voit, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des portefeuilles avec notre 5% de rendement sur le senior investment grade. Ça a beaucoup baissé, donc il faut aller du côté des hybrides. Aux US, il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut mettre de la duration, mais ça va baisser parce que ça soit chez nous ou même en Angleterre, c'est pas très bon quand même ce qui se passe d'un point de vue macroéconomie. Je vous parle pas des problèmes de budget, etc. Mais le risque de l'élection américaine, moi je suis curieux de savoir comment vous le jouez chez vous. Ou pas. Est-ce qu'il faut le jouer si c'est pour quelques jours de perturbation autour de la publication d'un résultat? Est-ce que ça fait une tendance derrière? C'est une vraie question.
Exact. Céline? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Grégoire. Je trouve que c'est le nitty-gritty C'est bien, dont les personne ne parle. Et effectivement, il y a un tel engouement pour les actions américaines que plus personne n'ose en parler, alors qu'effectivement, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, et que quoi qu'il arrive, il faut écouter ce que disent les deux candidats. Ils ont dit, quoi qu'il arrive, nous, on fera des chèques. Donc on va dépenser, on va dépenser. Donc ça veut dire que quand même, il va se poser à un moment une question sur le dollar. Et cette question-là, pour l'instant, personne ne se la pose parce qu'on a l'impression qu'on veut tellement pas regarder ce qui se passe et on est tellement obsessionnel de nos problèmes en Europe ou la grande défiance vis-à-vis de l'Asie qu'on préfère pas tellement se poser de questions et on reste le nez dans le guidon en se disant les États-Unis, c'est l'endroit où ça va aller bien et le reste du monde, c'est vraiment l'endroit où ça va. Mais il y a un risque Voilà. Donc, enfin, à mon de rupture, avis, le mot est fort, mais il y a un risque vraiment de rebalancement fort Alors, je pense autour qu'on de a- cette élection on a vécu, américaine et en de fait, ses conséquences. Quand vous regardez les marchés actions, on a des cycles qui sont de 10 à 15 ans de surperformance des États-Unis, puis de sous-performance des États-Unis. On a un cycle, comme je le disais à l'instant, qui a commencé en 2008, de surperformance des États-Unis, qui dure depuis 15 ans. 15 ans, c'est extrêmement long. La dernière fois qu'on a dû avoir ça, c'était entre 87 et 2000. Ok. Donc voilà. Et voilà. Et donc après, on a un autre cycle qui s'enclenche entre 2000 et 2008, où ce sont d'autres marchés qui surperforment parce que effectivement, vous avez eu trop d'argent qui s'est mis au même endroit. Donc du coup, on a des rendements qui sont plus faibles parce qu'il y a trop d'argent au même endroit justement. Et donc, c'est d'autres pierres qu'il faut retourner pour le prochain cycle. Et donc effectivement, je pense qu'il est tout à fait possible qu'on soit en train de vivre un changement de leadership. La fin de l'exceptionnalisme américain, quoi. Attentif. Tout à fait. Tout est possible. Voilà. De la même façon qu'il était possible d'investir aux États-Unis en 2008 et même de faire de l'argent. Eh bien, peut-être qu'il est possible d'acheter d'autres actions en dehors des États-Unis et de faire beaucoup d'argent. Parce que ce sont des marchés qui sont délaissés. C'est quoi la logique action là chez vous, chez Mansartis, Joachim? Si on prend le spectre asiatique par exemple et la Chine plus particulièrement, je pense quelle que soit l'issue des élections, ça sera douloureux pour la Chine. Mais d'où le timing aussi des annonces, je pense. À 1 mois et demi des élections, ils savaient très bien que quel que soit le résultat, que ce soit Trump ou en fait Harris, puisqu'en fait on pensait à la fin du mandat de Trump qu'avec Biden ça allait s'améliorer. Oui. En fait, c'est pas forcément le cas. Donc je pense que pour un résultat qui donne gagnant Harris, on n'aura pas forcément une amélioration au niveau de la guerre commerciale avec la Chine. Maintenant, la Chine est assez pragmatique, donc elle l'a pris en compte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que toute sa politique de ces derniers mois, en fait, qui était plus tournée vers les exportations, que ce soit des véhicules électriques, alors pas forcément vers les États-Unis, mais que ce soit vers aussi les panneaux solaires, etc., se transforme vers une politique centrée vers la demande domestique, donc l'immobilier, puis on l'espère la consommation. La conso, ouais. Et puis vous vouliez un autre élément de volatilité pour le yen. Je pense que typiquement les élections américaines vont être un élément très important de volatilité pour le yen. Plus que l'élection japonaise. Plus que l'élection japonaise qui précise. qui est quand même à regarder, mais en fait on aura plus sans doute une appréciation du dollar, donc une dépréciation du yen si Trump gagne, et inversement plutôt une stabilité du yen, voire une appréciation du yen si Harris gagne. Mais voilà, c'est quand même un élément très important, donc je rejoins ce qui a été dit avant. Et d'ailleurs, juste un titre de compte pour boucler la boucle, pour revenir au pétrole. Moi, je pense qu'ils ne font rien, parce que Biden leur a dit de rien faire, parce que si le prix à la pompe monte, Trump va passer. Et par contre, si vous pouvez être sûr que si Trump passe, là, il va être carte blanche pour les Israéliens pour faire ce qu'ils veulent. Et là, le prix du pétrole va monter fortement. Donc, au final, pétrole, c'est les gens qui jouent la baisse, méfiance quand même. Ouais. Bon, et au lendemain du 5 novembre, ça peut changer la donne pour la Réserve fédérale américaine aussi, Grégoire? Elle est indépendante sur le papier. Après, si Trump passe, il va mettre une énorme pression et on sait très bien ce qu'il a fait avant. Donc, ça va pas être sympa pour eux. Mais après, de toute façon, ce qu'ils regardent, eux, c'est leur mandat. Ils ont quand même assez de données, je pense, de leur côté pour savoir ce qu'ils veulent faire. De ce qu'on sait, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc les 50 points de base de coupe la dernière fois, ce n'était pas accepté par tout le monde. Moi, je pense qu'ils vont continuer de baisser de manière probablement plus progressive. Ça ne va pas être en ligne droite. Mais oui, la trajectoire des taux, c'est que ça baisse. Donc il faut mettre un peu de duration et garder une bonne qualité de trading. Et je pense qu'il y a de l'argent à faire sur l'obligataire. Ouais. L'obligataire. Sur les actions, encore un mot, d'avoir le S&P au plus haut historique et un VIX qui se tient quand même autour de 20, qui n'est pas à 15 ou moins de 15 ou à 10, c'est quoi? C'est un équilibre normal Non, mais une super opportunité pour se hedger à très peu cher.
d'ici fin d'année pour hedger le risque politique et potentiellement le risque des earnings. Donc, moi, j'invite les gens à regarder Plutôt ça. une phase de risque alors. Enfin, non, de risque à c'est couvrir. pas ça. C'est que si on est très investi sur les US, on a fait une super année et que ça coûte quasiment rien de prendre des options à la baisse, vu la volatilité très basse. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut le Mais faire. elle n'est pas à 15 non plus, elle est à 20. C'est ce que je veux dire. Ça reste. Ça reste quand même pas très cher. Ça reste peu cher pour se couvrir. Donc je pense que, en tout cas d'un point de vue client, ça vaut le coup de regarder. Ouais. Bon, sur effectivement l'élection américaine, il y a l'idée qu'une victoire de l'un ou l'autre peut modifier un portefeuille d'investissement, Céline ? Non, parce qu'effectivement, comme je disais à l'instant, de toute façon, c'est lose-lose. Enfin, pour moi. De toute façon, c'est ce qu'on disait. Ils nous disent clairement, lose-lose. C'est-à-dire que sur, en tous les cas, le cas américain, le dollar et pour les États-Unis, on va quand même avoir à un moment une interrogation quant à la stabilité du système. Enfin, on va commencer à se dire pourquoi est-ce qu'on prête de l'argent à des personnes qui ne nous expliquent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour nous rembourser cet argent. On va avoir des intérêts de dette qui vont peser de plus en plus lourd. Ça surpasse, je crois, le budget défense déjà en ce moment. Donc il y a tout un questionnement, sachant qu'au même moment, qui finance cette dette, ce sont les Chinois. Enfin, donc on a une énorme problématique qui va se poser. Et puis, d'un point de vue géopolitique, on va avoir beaucoup d'incertitudes parce que selon le choix du président, on peut effectivement avoir quand même la donne qui change avec le cas d'Israël, mais également le cas de l'Ukraine. Donc on va avoir des bouleversements politiques qui risquent d'être d'une ampleur importante. Mais tout ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il arrive, on assiste quand même à un repli des États-Unis sur eux-mêmes. L'isolationnisme est de retour. De l'autre côté, on sait aussi qu'on a quand même l'émergence d'un leadership technologique en dehors des États-Unis, notamment en raison de ces mesures de rétorsion. Et l'Europe, vous la mettez où dans cette affaire en matière d'investissement ? Non, mais je sais que c'est jamais très loin. Sexy, mais... Non, l'Europe. Mais effectivement, il faut regarder les dossiers au cas par cas, comme toujours. Parce que vous avez, on parlait de Total tout à l'heure, quand même un leadership exceptionnel chez Total, avec une stratégie qui est très intéressante, notamment avec le développement sur le renouvelable, un retour sur investissement qui est au-dessus de tous ses pairs dans le monde. Donc c'est des dossiers qui sont toujours intéressants sur des séances de baisse comme aujourd'hui. Et puis on a également des entreprises comme Michelin en France qui sont très bien gérées et qui vont tirer leur épingle du jeu dans un monde où on aura quand même besoin de pneus, notamment pour les voitures électriques qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a des choses à regarder. Non, mais dans l'idée du rebalancement de flux des US vers le reste du monde, l'Europe peut en profiter un peu. On va avoir effectivement une situation de exsangue. On va être au milieu, entre deux feux demain. Et donc politiquement, ça risque d'être compliqué pour nous tous. Mais si on a des entreprises qui sont bien gérées avec un bon leadership, on pourra faire la différence. J'en suis convaincue. Merci à vous trois. On s'arrêtera sur cette note d'espoir. Merci Céline Piquemal-Prade, Piquemal Houghton Investment, Joachim Jean Mansartis et Grégoire Kounowski. Norman K étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Je vous propose ce soir de replonger dans les marchés nordiques à travers notamment le cas des small caps suédoises, les petites capitalisations boursières du marché suédois. Nous en parlions il y a quelques jours à peine avec Franck Sabat, le directeur du développement de Berenberg. Alors je dirais il y a quelques caractéristiques sur le marché suédois. La première peut-être c'est qu'elle est moins connue, je dirais hors Suède, donc il y a un champ d'opportunités assez intéressant pour des gérants actifs dans les small caps. La deuxième c'est que c'est un écosystème en Suède qui est fait pour amener beaucoup de sociétés en bourse. Concrètement en Suède on parle d'un pays où il y a 10 millions à peu près d'habitants, il y a autant de titres listés qu'en France. Donc sur une économie qui est bien plus petite. Donc c'est une économie qui est très tournée vers l'export et qui est très dynamique et très enclin à avoir des sociétés listées. On connaît les grandes, on connaît les Spotify, les Ericsson ou les Volvo. Il y en a beaucoup dans l'univers des small caps et donc c'est plutôt un bon champ d'opportunités en fait. Il y a une vraie culture boursière dans ce pays, que ce soit du point de vue des entreprises ou du point de vue peut-être des investisseurs aussi, j'en sais rien, mais il y a une vraie culture. Oui, on le voit en fait, on parle de 800 à 900 titres listés. Si on compare la Suisse, un pays que j'aime beaucoup, taille à peu près équivalente en nombre de gens, là on parle de 250 titres.
C'est Donc, dingue. c'est vraiment, il y a J'avais vraiment pas cette culture. cet ordre de grandeur en tête. Ouais. Et du coup, il y a tout l'écosystème qui est lié à ça. Donc aussi bien les sociétés, les CEO qui sont incités à aller chercher des capitaux sur les marchés publics. Et puis aussi un réseau de brokers de couverture des titres qui est hyper établi, Bien sûr. qui reste assez local. Il y a même des sociétés qui sont listées et qui ont des capitalisations assez élevées, où la documentation sera toujours en suédois. Donc, l'idée d'aller creuser un petit peu. Et il y a des caractéristiques en matière de gouvernance d'entreprise, justement, du fait de cette culture boursière suédoise. Il y a ou en tout cas des qualités qui ressortent naturellement, de manière évidente pour ces entreprises suédoises. Alors oui, on aimerait bien dire oui en général, et c'est le cas. Ouais. Après, il faut quand même aller vraiment faire ce travail de sélection. Je pense qu'on retrouve ce côté où ils sont quand même très dans la logique de développer beaucoup l'activité pour être prêt à attaquer le côté international. D'accord. Ils savent que leur marché est trop petit. Il y a des limites. Et que le besoin de devenir international est un besoin qui vient assez vite dans la construction d'un plan d'affaires, quoi. Exactement. Donc, si on se retrouve dans les secteurs de la santé ou de la tech, là, ils savent qu'ils ont besoin d'aller à l'extérieur et à l'international. Après, on retrouve aussi, de façon assez surprenante, des acteurs uniquement locaux et très forts. Donc, il y a vraiment cette culture de l'entrepreneuriat. Et l'écosystème qui permet, je pense qu'on a souvent ces sujets en France, de dire voilà, on peut faire des levées, mais à un moment, il y a une limite. Là, il y a vraiment cette possibilité d'aller sur les marchés jusqu'à l'échelle mondiale. Ouais, exactement. Spotify, vous l'avez cité, est un exemple parfait. Alors Ericsson, il y a eu la grandeur. Ericsson, bien sûr, non, mais à chaque fois, ça a été des boîtes leaders dans leur domaine. Angry Birds aussi, je crois que c'est eux, dans les jeux vidéo, c'est ça. C'est ça. Il y a un écosystème aussi. Ils ont eu des belles années. Et puis oui. Angry Birds, je crois que ça a peut-être un peu passé, mais ça a très bien fonctionné. Prenons des exemples. Alors, parlons de Mnet. Donc, qui est une plateforme immobilière, c'est ça, sur le marché suédois ? Exactement. Là, on est vraiment. Alors, pour le coup, on est dans un acteur 100% local. Mnet, c'est assez simple, c'est les annonces immobilières. Donc, c'est vraiment ces acheteurs, vendeurs de biens immobiliers. Le Se Loger suédois, quoi. Le Se Loger, entre le Se Loger et le Bon Coin. D'accord. La différence, c'est qu'ils ont 90%, 90% du marché. Pour la Suisse. Ouais, petit message. Mais ils ont quasiment la totalité du marché des petites annonces. En fait, c'est devenu un acteur incontournable. Donc, à partir du moment où il y a un vendeur, il doit publier sur ce site. S'il n'est pas sur site, il ne vendra pas, quoi. Ça va être plus compliqué, en sachant qu'en Suède, ils ont une spécificité, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait un agent immobilier dans la boucle. D'accord ? D'accord, oui. Ça, c'est leur spécificité. Okay. Et donc, Mnet, les agents immobiliers et les vendeurs et les acheteurs ont tout intérêt, en fait, à travailler sur cette plateforme. Ce qui au fil des années, ils ont construit cette position complètement dominante. Et aujourd'hui, ils sont clairement en place et ils ont la capacité d'ajuster, en fait, leur pricing de façon hyper forte, concrètement. Donc, je dirais, l'étape de croissance avant, c'était vraiment de devenir cet acteur dominant, voire quasiment de monopole. L'étape aujourd'hui, c'est de leverager sur cette situation et de pouvoir offrir des packages basiques, premium, super premium. Et effectivement, les gens sont prêts à payer ce premium. Donc, en termes de marge, c'est assez incroyable. Ouais. Et là, c'est quel type de niveau de croissance désormais dans cette phase-là aujourd'hui? On est sur des croissances. Alors, ils sont toujours dans des logiques. Il reste quelques petits acteurs, donc il y a toujours de la consolidation. D'accord, okay. Ça reste marginal. Ouais. On est sur des croissances au-delà de 15%. D'accord. Donc c'est et ça se paye comme une valeur de croissance? Et ça se paye, oui. Les prix sont assez hauts. Ouais. Oui, non, mais et en même temps, on le voit sur je pense sur les 2 à 3 dernières années, ils ont vraiment mis en place cette nouvelle politique de pricing. De pricing, ouais. Et les gens sont prêts à payer. Ils sont, en fait, par rapport à la valeur du bien, ça reste totalement marginal. Sûr. Et forcément, ils sont enclins à accélérer en fait leur transactions. Et ce site Mnet va vraiment permettre d'optimiser la transaction. L'autre cas intéressant sur le marché suédois, c'est Mips. Alors là, qui est une entreprise qui s'est quand même internationalisée. C'est une entreprise mondiale aujourd'hui. Et donc, je recommande à tout le monde de regarder sur les casques de vélo notamment. Vous verrez le petit œillet jaune Mips.
qui signale justement que le casque de vélo a été fabriqué par MIPS, ou plus précisément la membrane intérieure. C'est ça, je crois. Ouais, c'est là où ils ont été très malins. C'est un équipementier des casques, quoi. Alors c'est encore, en fait, le producteur de casques va fabriquer l'entièreté, d'accord. Donc MIPS, en fait, ça fait 30 ans. Une équipe d'ingénieurs qui ont développé un amortisseur. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, au départ, c'était effectivement le vélo. Et l'idée, alors on le souhaite à personne, mais en cas de chute, c'est plutôt une chute latérale. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un amortisseur qui réduit le risque d'avoir un mauvais choc. La tête bouge moins, c'est ça, pour dire les choses simplement. On est vraiment dans cette logique de limiter l'impact sur la boîte crânienne et le cerveau à l'intérieur, bien sûr. Et ça, donc ils ont développé ça au fil des années, renforcé cette technologie. Et en fait, leur business model vraiment, plutôt que de se positionner comme fabricant de casques, ils ont été mettre en place des partenariats avec tous les fabricants, donc les Scott, les Giro, les Specialized, autant que possible, dans l'idée de mettre en place cette sécurité supplémentaire. Et donc, ils ont un positionnement qui est unique. Ils sont les seuls à pouvoir offrir ça. Ils ont effectivement, d'un point de vue, je dirais, image, c'est idéal parce que, en fait, le producteur qui va intégrer cet amortisseur dans le casque doit coller la pastille. Donc il y a une publicité. Intel Inside, c'est le même truc que Intel Inside sur tous les PC, quoi. Ouais, c'est la même. C'est ça. C'est très, très malin. Ah oui. Et après ils ont, et même si on reste sur le vélo, le Tour de France, il y a peut-être 5 ans, on en voyait très peu de ces petites pastilles jaunes. Là, sur les récents tours, il y en a énormément. Donc ils ont vraiment, c'est assez logique. Et après, ils ont un business model qui est hyper simple. En fait, eux, ils vont vendre ça peut-être entre 5 et 10 dollars aux fabricants. Là-dessus, ils ont une marge de 50%. Et le fabricant, sur son casque, va rajouter un premium de, en gros, 15 à 20 dollars. Donc encore 50% de marge. Donc c'est presque un alignement parfait. En sachant que l'utilisateur final, moi je vois même à titre personnel, demain j'achète un casque, c'est comme on est dans des objets qui sont quand même assez coûteux, on est prêt à rajouter ce premium pour le côté sécurité. Et c'est là où MIPS, je pense, a été très malin depuis le départ. Et eux, ils sont vraiment dans le cas de l'entreprise suédoise qui est développée à l'international. Aujourd'hui, la moitié des ventes sur les casques vélo, c'est aux États-Unis. Donc il y a encore une grosse partie qui peut être développée en Europe. Et si on regarde sur la partie développement, en fait, donc ils ont commencé avec les vélos, vélos de route, VTT, BMX, toute la gamme, quoi. Bien sûr. Et après, ils ont continué dans le sport avec les vélos, les casques de ski. Ouais, bien sûr. Là, même bien sûr. En 10 ans sur les stations, globalement les gens s'équipent. S'ils l'ont fait au bon moment, parce que pour avoir skié depuis longtemps sans casque, j'ai vu l'avènement du casque sur les pistes de ski. Alors il y a eu le moment Schumacher, comme je l'appelle. Non mais ça a sans doute joué. Aujourd'hui, plus personne n'irait skier sans casque, enfant comme adulte, j'ai envie de dire. Alors les enfants, je pense que les enfants, je crois que il y a plus de doute là-dessus. Et les adultes, mais s'ils sont arrivés à ce moment-là sur ce marché, effectivement, ça a dû être. C'est vraiment, ils étaient au bon moment. Et après, et c'est la même logique, le ski reste un loisir de luxe. Et du coup, ceux qui vont s'équiper en casque sont prêts à payer le premium ou 15 de plus pour avoir une meilleure protection. Donc ça a été un deuxième axe très fort. Et ils sont en train de développer la suite, donc les casques de moto, les casques de chantier. Et en fait, tant qu'il y aura des opportunités dans ce milieu de la protection, ils ont la capacité à continuer à croître. Intéressant sur MIPS, on a quand même eu une période où 2020-2021, mobilité douce, énorme traction. Et donc là, ils ont eu un rallye très très marqué. 2022-2023, il y a eu vraiment, et surtout 2023, l'ajustement des stocks, l'ajustement du post-Covid. Donc là, le titre a souffert, la société continuait à performer. Et là, 2024, ça repart, il y a vraiment cet effet de base. Et donc on repart sur des bases assez saines. C'était Franck Sabat, le directeur du développement de Berenberg, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ces derniers jours. Voilà pour cette édition, à retrouver en replay sur bismart.fr, en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées et dès demain à 17h en direct sur Bismart for Change.